richesse de leur partage. C'est vraiment un plaisir de vous entendre et ça me facilite largement la transition pour parler du handicap psychique. On a dit, donc nous sommes dans les journées d'études sur le handicap psychique. Attention. D'accord, j'allais dire, est-ce que c'était le drapeau ou moi? La question, et je ne veux pas la réponse. Donc, penser le handicap psychique, et donc les journées d'études sur le handicap psychique. Prenons un moment pour peut-être se questionner aussi sur cette notion qui n'a rien d'évident et pourtant on le sent vraiment dans les témoignages qu'on a ce matin qui est assez essentiel. Donc je ferai cette présentation, mais je dois donner le crédit aussi d'une grande partie du contenu à Ilona Sophers, qui est absente aujourd'hui pour une excellente et joyeuse raison. Donc je prends la parole pour elle aussi. Alors que peut-être que parler de handicap et de santé mentale ensemble peut encore régulièrement, alors peut-être pas dans ce contexte ici, peut-être pas auprès de vous, mais auprès d'un certain nombre d'interlocuteurs, parler de handicap psychique, parler de handicap quand on parle de troubles de santé mentale, ça peut sembler artificiel, paradoxal. Pourtant, la séparation entre le handicap et la santé mentale, vraiment à l'échelle de l'histoire, elle est assez récente et ça vaut la peine peut-être de se dire que ça nous montre à quel point aussi le handicap c'est avant tout un construit historique, un construit social sur lequel je vais revenir. Et donc pendant quand même une large partie de l'histoire, il y avait une indifférenciation assez grande en fait de tout ce qui faisait figure d'altérité, de marginalité, d'écart à la norme. Et donc cette marginalité, elle recouvrait des situations très diverses de ce qu'on appellerait aujourd'hui le handicap classique, donc les déficiences sensorielles, intellectuelles, motrices, mais aussi les troubles de santé mentale ou des situations sociales comme des situations sociales de précarité. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on commence à faire ces séparations, à la fois dans des disciplines, mais aussi institutionnelles, cette séparation, elle se fait avant tout sur des logiques d'exclusion, d'organisation de l'exclusion. Donc on va parler de handicap congénital ou acquis et de troubles de santé mentale, non pas pour mieux comprendre ces situations, mais avant toute chose pour établir finalement, par exemple, le degré de dangerosité. On en a parlé hier, de ce degré perçu, ou en tout cas supposé de dangerosité. Une personne qui naît avec une déficience intellectuelle et qui se développe avec une déficience intellectuelle est-elle plus ou moins dangereuse, plus ou moins capable, plus ou moins responsable de ses actes? Ou d'éducabilité, d'utilité sociale, d'accord? Parce qu'il vaut la peine de s'intéresser à cette personne, l'accompagner dès son plus jeune âge pour qu'elle puisse s'insérer dans la société. Donc finalement, cette séparation entre handicap et santé mentale, elle s'est faite très progressivement à l'échelle de l'histoire, mais elle s'est aussi faite, avant toute chose, peut-être pour organiser l'exclusion plutôt que pour faciliter l'inclusion. Et moi, je vous propose de voir peut-être comment ce handicap psychique peut nous aider à penser aussi autrement. Alors avant de parler de handicap psychique, il faut d'abord peut-être s'attarder sur ce qu'est le handicap. Et là, on a déjà un petit peu de contenu pour s'interroger sur cette notion de handicap, puisque le handicap, ce n'est certainement pas un diagnostic, je vais essayer de vous montrer, et puis que quel que soit le diagnostic, qu'on parle d'un diagnostic d'un trouble de santé mentale, d'un diagnostic de déficience sensorielle, motrice, intellectuelle, de trouble du neurodéveloppement, il y a toujours plusieurs façons de regarder à cette notion du handicap. Alors, un PowerPoint, c'est un support visuel, et donc il faut que je prenne une image visuelle pour vous expliquer mon point de vue. Et donc je prends cette image d'une dame qui est dans un fauteuil roulant devant un obstacle assez évident, c'est-à-dire une série d'escaliers. Alors la première façon de penser le handicap, de regarder avec le handicap, puis auparavant j'utilisais toujours la métaphore de plusieurs paires de lunettes, mais au fil du temps je me rends compte que cette métaphore elle n'est pas adéquate en fait. Parce que c'est plutôt que dans une même paire de lunettes, on a besoin des deux verres pour bien voir. Si je cache un de mes verres, la réalité que je perçois, elle est partielle, elle n'est pas exacte, elle n'est pas suffisamment précise. Alors la première
premier prisme qu'on a pour regarder à cette notion de handicap, c'est un prisme que vous connaissez bien, que nous connaissons bien, dont nous avons beaucoup parlé. Je tiens à attirer votre attention là-dessus pendant ces 2 derniers jours. Ce sont les modèles individuels. Dans ces modèles, les causes du handicap sont liées aux caractéristiques de la personne, d'accord, au diagnostic notamment. Et dans ces modèles individuels, il y a 2 grandes variantes. Vous voyez que j'ai resserré mon image sur cette dame en fauteuil roulant. Il y a une variante biomédicale. Alors je sais que certains de mes collègues médecins s'offusquent, s'irritent à juste titre, ou disent que c'est une variante biomédicale, mais bon, voilà. Dans les textes qu'on retrouve, c'est le terme qui est consacré. C'est une variante qui va être centrée sur non seulement les diagnostics, mais aussi les étiologies, les écarts à la norme, les troubles potentiels. Et donc, si on regarde cette situation-là, on pourrait se dire, cette dame, suite à un accident vasculaire cérébral, elle a, par exemple, une hémiplégie qui affecte sa motricité fine et globale. D'accord ? C'est une façon de voir les choses, c'est une façon de regarder à cette situation. Puis de l'autre côté, on a la variante fonctionnelle. La variante fonctionnelle, et j'attire vraiment votre attention sur ce terme, fonctionnel, parce qu'on va en reparler, c'est décrire cette situation individuelle en termes de limitation d'activité. Ce que la personne ne peut plus faire. Elle ne peut plus, par exemple, se déplacer à l'intérieur de son domicile ou à l'extérieur de la même façon. D'accord ? Alors pourquoi est-ce que je parle de ces 2 variantes ? Parce que la façon dont on regarde à une situation, ça influence aussi la façon dont on va répondre à cette situation. Si je suis dans une variante dans laquelle je parle de diagnostic, de troubles, de symptômes, d'écart à la norme, la réponse que je vais fournir, c'est une réponse qui vise la réadaptation, le rétablissement, la guérison, éventuellement. Donc on a une visée curative, réadaptative. Dans la variante fonctionnelle, je peux installer des services, je peux installer des compensations, mais ces compensations, elles sont toujours centrées sur la personne qui est concernée. Voilà pour un verre de mes lunettes. C'est une façon de décrire le handicap, et c'est une façon de décrire le handicap psychique aussi, on va y revenir. Deuxième façon, deuxième verre de ma paire de lunettes, c'est, je ne sais plus, j'ai peut-être pas les termes techniques, mais il pourrait y avoir un équivalent dans ma métaphore sur ces lunettes comme ça qui apportent une vision progressive. Ok. On décentre un petit peu et on regarde à la situation et à l'interaction entre une personne et son environnement. Et donc c'est ce qu'on appelle les modèles sociaux du handicap, dans lesquels les causes du handicap ne sont plus liées aux caractéristiques de la personne, mais à l'interaction entre cette personne et son environnement, et à tout ce qui peut faire obstacle à sa participation sociale et à sa citoyenneté. Puis on a vu que ces obstacles peuvent être assez nombreux. Et dans ces modèles sociaux, donc on dézoome un petit peu, on regarde une interaction, on a une variante environnementale, d'accord, une variante qui va essayer d'analyser ces environnements et des sources d'obstacles, pas juste des obstacles physiques comme ici, mais des obstacles culturels. On a parlé de stigmatisation, de stéréotypes, des obstacles sociaux, d'accord, qui composent ce réseau social, quel accès et les aménagements qui sont nécessaires. Donc là, la réponse n'est pas de guérir, de rétablir, c'est de limiter les obstacles potentiels dans l'environnement. Et alors, ces escaliers ne sont pas n'importe quels escaliers, ils mènent à, désolé c'était en anglais, à un bureau de vote. Le vote qui est une forme de participation citoyenne, qui est à la fois un droit et un devoir en Belgique. Et donc, la variante centrée sur les droits civiques, elle va même un peu plus loin en disant dans quel genre de société on vit. Qu'est-ce que notre société propose pour que chacun, chaque personne, quelles que soient ses caractéristiques individuelles, puisse accéder à une série de droits qui lui sont garantis. Les réponses ne sont pas les mêmes, l'un ne va pas sans l'autre, mais on a besoin des deux. Et comme on a beaucoup parlé du premier, d'accord, beaucoup parlé des modèles individuels, je vous propose de ne parler que des modèles sociaux à partir de maintenant. C'est un parti pris. Et c'est mon PowerPoint, donc c'est ce qu'on fera. Alors, plusieurs modèles nous permettent de rentrer un peu plus précisément, et vous les connaissez peut-être. Vous les connaissez peut-être, et à la fois, ça fait des années que je les présente, des années que je les utilise. Et chaque année, quand je me retrouve confrontée à des situations de handicap, je me dis, on n'a pas fini d'en parler en fait. On a besoin de continuer à en parler, on a besoin de continuer à s'en servir pour se dire qu'est-ce que c'est exactement ces situations de handicap.
Alors, un premier modèle qu'on utilise beaucoup, c'est le modèle de processus production du handicap, et peut-être qu'on l'utilise un peu moins dans la santé mentale, donc peut-être que c'est nouveau pour certains d'entre vous, j'espère quand même. Dans ce modèle, il y a plusieurs boîtes, plusieurs grandes boîtes, et vous voyez qu'on n'oublie pas la personne, hein. On a cette boîte, hein, cette dimension des facteurs personnels, dans lesquels on va avoir une série d'informations, les facteurs identitaires, les systèmes organiques, hein, qui peuvent subir des altérations, des déficiences, des écarts à la norme, et puis les aptitudes, hein, les compétences, qui elles aussi peuvent être variées dans ce qui concerne les aptitudes intellectuelles, cognitives, etc. Puis on a l'environnement, et l'environnement, on va l'avoir à la fois au niveau de la personne, d'accord, au niveau micro, hein, son entourage direct, les milieux qu'elle fréquente, les personnes qu'elle fréquente. On a le niveau méso qui est tout l'espace public, la communauté, puis le niveau macro, et on a vu juste sur la question qui vient d'être posée sur les financements, que le niveau macro, il compte au quotidien. Comment est-ce qu'on finance, d'accord, comment est-ce qu'on pense l'organisation des services. Et puis on a la boîte un peu ultime, les habitudes de vie. Ce modèle, ce qu'il dit, c'est que le handicap est la conséquence d'une interaction dynamique entre les facteurs personnels et environnementaux et ce que ça fait aux habitudes de vie. Ça veut dire que dans ce modèle, le handicap, ce n'est pas la personne, certainement pas, mais ce n'est pas un état fixe. Et c'est pour ça qu'on parle de situation de handicap. Je peux être en situation de handicap dans un contexte avec les mêmes, en étant toujours la même personne, mais en ne rencontrant pas les mêmes environnements. Je peux être pas en situation de handicap, dans une autre situation, tout en étant toujours la même personne. Donc le handicap est toujours situé, contextualisé, il doit être lu à la lumière des environnements. Et ce handicap, il est défini non pas par le diagnostic, non pas parce que la personne ne peut pas faire, mais par cette interaction et la façon dont elle limite la réalisation de ses habitudes de vie, c'est-à-dire les activités qui sont significatives pour elle et les rôles sociaux valorisés. Par ailleurs, il n'y a pas un handicap, oui ou non. Il y a toute une série de variations possibles au cours du temps, au cours des environnements, qui vont de la situation de handicap complète à la situation de participation sociale complète. Et aucun d'entre nous n'est toujours dans l'un ou toujours dans l'autre. Ce que ça implique pour la santé mentale, aujourd'hui dans l'enseignement, c'est que le trouble de santé mentale, c'est un paramètre parmi une dynamique beaucoup plus large qui va créer ou non l'exclusion de ces activités, de ces rôles sociaux. Ça permet d'avoir une lecture sociale, une lecture politique, une lecture environnementale de ce qui protège ou ce qui coproduit le handicap. Et puis ça introduit une composante dynamique en se disant mais peut-être que cette personne dans cette situation-là, c'est vraiment compliqué, il y a du handicap psychique, d'accord ? Mais peut-être en fait qu'il y a aussi des ressources dans d'autres environnements, inspirons-nous de ce qui fonctionne dans ces autres environnements. Dès lors, les réponses, elles sont très différentes. Parce que dans ce modèle du PPH, diminuer la situation de handicap, c'est pas forcément guérir, c'est pas forcément même se rétablir, d'accord ? J'ai entendu parler de vivre avec ces précédentes journées. On vit avec, on n'est peut-être pas non plus très loin dans le rétablissement, mais on peut quand même limiter les situations de handicap. Parce que pour ce faire, il y a deux voies possibles. Augmenter les compétences des personnes, c'est ça le rétablissement, c'est essayer de trouver les ressources et jusqu'où on peut les amener. Et puis il y a aussi changer l'environnement. Et l'un sans l'autre, ça marche moins bien. Alors il n'y a pas que des modèles francophones qui s'intéressent à cette vision sociale du handicap. Celui-là, vous le connaissez sans doute un peu mieux, c'est la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé de l'OMS, dans lequel on intègre les mêmes paramètres, l'individu, son environnement et les impacts sur son fonctionnement, les fonctionnements étant un peu compris comme une combinaison entre des déficits au niveau organique et des structures anatomiques, des activités et la participation. On a donc deux notions clés si on veut parler de handicap psychique, sous l'angle du fonctionnement et sous l'angle de la participation sociale. Je vais vous proposer de commencer par le premier, parce que le premier, en fait, il est déjà bien présent dans le vocabulaire de la santé mentale. Déjà depuis le DSM-5 et la CIM-10, on a cette notion qu'il ne suffit pas de décrire les symptômes, il faut aussi évaluer la façon dont ceux-ci affectent la vie quotidienne, affectent le fonctionnement. C'est devenu un indicateur clé du rétablissement, au même titre que la réduction des symptômes, donc cette augmentation du fonctionnement dans les activités de la vie quotidienne.
Le souci, c'est qu'avec un mot comme fonctionnement, on a une définition qui est assez floue, des usages qui sont multiples, et, il faut le dire, potentiellement contradictoires. Et ça, c'est pas limité à la santé mentale. On a ce questionnement sur les impacts fonctionnels dans d'autres situations, auprès d'autres personnes avec d'autres diagnostics, et on se dit toujours, est-ce qu'on est bien tous en train de parler de la même chose quand on parle du fonctionnement? On a des outils, et alors ça c'est un parti pris et ça n'en est pas un à la fois, on a des outils qui en fait confondent encore trop souvent les symptômes et le fonctionnement et utilisent encore trop souvent une approche plutôt déficitaire. Et puis on a encore peu de place pour des éléments de subjectivité, des éléments de sens donnés à l'activité ou au contexte. Je me détache parce que je vais me faire rattraper par la modération. Alors, vous dire quand même qu'il y a des auteurs qui se sont intéressés à cette notion de fonctionnement et qui disent que le fonctionnement, c'est la manière de faire une activité, pas juste l'activité elle-même, en interaction avec l'environnement, pas forcément tout seul, pas n'importe quelle activité, des activités qui contribuent à la santé ou au bien-être, et puis qui peuvent être évaluées objectivement et subjectivement. Donc pas juste par moi, professionnel de la santé mentale, je juge que tu devrais pouvoir faire ça. Alors, dans ces analyses de concepts, on a souvent ce qu'on appelle des cas modèles et des cas limites. Les cas modèles, c'est des cas dans lesquels tous les indicateurs sont rencontrés. Des cas limites, c'est ok, là on pourrait se rapprocher, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Alors, comme je manque de temps, je vous donne les deux et vous aurez accès de toute façon à mon PowerPoint, les deux proposés par ces auteurs. Dans les deux situations, on a une personne qui performe, qui fonctionne, d'accord? Parce que cette personne, elle travaille. Okay, le travail, c'est ici l'activité qui est mise en avant. Par contre, pour l'une des deux personnes, les quatre critères sont rencontrés. On a une personne qui a adapté son temps de travail, on a une personne qui fait des activités volontaires, qui a décidé où elle souhaitait mettre son énergie avec des activités variées de travail, mais aussi d'autres choses qui lui procurent un bien-être, un équilibre et un sentiment d'appartenance. De l'autre côté, on a une personne qui fonctionne, qui travaille, mais qui se suradapte et qui vraisemblablement ne va pas avoir non plus les mêmes ressources pour avancer dans son parcours de rétablissement. Tout ça pour vous dire que le résultat, la performance, ça n'est pas très révélateur du niveau d'engagement et que dans les modèles actuels du fonctionnement, la frontière est encore assez proche en fait. Entre fonctionner, c'est bien faire. Alors moi, je suis plutôt située dans le secteur du handicap, si on peut dire ça comme ça, et ce débat-là, on le connaît bien. Le débat de comment est-ce qu'on a des objectifs communs si on ne parle même pas de la même chose, si on ne connaît pas le sens qu'ont les activités qu'on va aller interroger. Et donc, c'est évident pour nous qu'il faut des indicateurs objectifs et subjectifs pour parler des notions et les explorer. Deuxième possibilité, la participation sociale. Et cette participation sociale, peut-être dès sa définition, en tout cas dès la définition qui a été choisie par Ilona, on voit qu'on a déjà des choses peut-être qui vont nous permettre d'aller chercher ces indicateurs plus subjectifs. Des mots que j'ai mis en bleu, la vie communautaire et sociale, les espaces partagés importants, une implication qui évolue selon les ressources temporelles et matérielles disponibles, ce qui est significatif pour la personne, dans son contexte. Et donc, peut-être que nous, on met l'espoir sur cette notion de participation sociale pour nous aider à comprendre finalement ce que recouvre le handicap psychique. Alors, même problème pour la participation sociale, c'est un terme qui reste un peu fourre-tout. Et donc, le travail d'Ilona, pour le moment, c'est un travail qui se termine, elle est en train de passer à la suite, c'est qu'elle a essayé aussi d'explorer la littérature scientifique pour voir, mais finalement, quand on parle de participation sociale dans les troubles de santé mentale, de quoi on parle. Donc elle a fait ce qu'on appelle une scoping review, donc une espèce de sous-produit des revues systématiques de la littérature, donc un protocole un petit peu lourd qui prend du temps. Et après sélection, toutes les étapes de sélection des articles, elle a trouvé 39 études qu'elle a analysées, ces études, pour essayer de proposer finalement des dimensions de ce que pourrait être la participation sociale, en tout cas dans une vision préliminaire. Je vais en parler après. Alors, ce qu'elle propose pour les études qu'elle a analysées, c'est 4 dimensions. Et ces 4 dimensions, c'est premièrement 2 dimensions qu'on va retrouver dans le PPH. La première sont les rôles sociaux, ce que je suis.
Je peux avoir des études qui vont parler de participation sociale en parlant de ses rôles sociaux, membre d'une famille, travailleur, colocataire, porteur d'un titre professionnel, etc. Il y a des activités, évidemment, ce que je fais, d'accord, donc des activités de volontariat, de loisirs, d'activités citoyennes, d'activités religieuses, d'activités professionnelles, etc. Et il y a un peu les dimensions de sous-bassement de tout ça, ce que Ilona a appelé l'intégration psychologique, c'est-à-dire finalement, pas juste qui je suis, ce que je fais, mais comment je le ressens aussi. C'est-à-dire, est-ce que les rôles précédemment décrits, et les activités, pardon, sont appréciables, qualitatifs, suffisants? Est-ce que je me sens appartenir à un groupe ou des groupes significatifs? Est-ce que je nourris de l'espoir? Et puis, ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire quand on parle de compétences, peut-être que les compétences qu'on doit viser en priorité, c'est les compétences qui vont avoir du sens dans le cadre de ces activités. Par exemple, des compétences qu'on vise parfois dans l'établissement, l'organisation, les compétences psychosociales, etc. Ce qu'elle a vu aussi, Ilona, c'est que par contre, une majorité d'études qui parlent de participation sociale dans la santé mentale en parlent pour les autres. Et donc, dans les 31 outils de mesure identifiés, une très très large minorité intégrait la voix des personnes concernées, allait leur demander directement qu'est-ce qui faisait sens pour elles. Et donc, évidemment, ça lui fait un chemin facile pour le reste de ses recherches, puisque, enfin facile, évident, on va dire, certainement pas facile. On a vraiment besoin d'intégrer la parole des personnes concernées, d'aller confronter ces dimensions préliminaires à ce qui pourrait être pour elles dans des situations dynamiques, flexibles, contextualisées. Et donc, ces interviews, ces entretiens semi-directifs, c'est un peu la suite de son travail au sein du projet Psycho4. C'est ma dernière slide. Est-ce que le handicap psychique va nous permettre de passer du trouble à la participation sociale? Est-ce qu'on devrait continuer à utiliser cette notion de handicap psychique? Je ne vais pas vous donner mon idée, voilà. Je pense que je partage cette idée avec ce qui a pu être dit ici aujourd'hui. Mais en tout cas, se dire que sans vigilance, et on le voit très bien avec cette notion de fonctionnement, et on le voit très bien avec cette notion de participation sociale, sans vigilance, le recours à la notion de handicap, ça devient juste une autre façon de nommer un écart à la norme. Une autre façon de considérer que l'individu est capable ou non compétent ou non, actif ou non, etc. Et peut-être d'individualiser les situations au lieu de regarder la façon dont elles peuvent se déployer à l'échelle d'une interaction individu-environnement. Le handicap psychique, ça ne peut pas être réduit à une exploration fonctionnelle. On a encore beaucoup de chemin à parcourir pour sortir de cette normalisation et des modèles plus déficitaires du handicap, notamment. Et donc, le recours à la notion du handicap, il peut soit figer les personnes dans de nouvelles catégories, soit fournir justement, et ça a été le cas dans l'histoire du handicap, des modèles plus émancipateurs. Mais pour accéder à ces modèles émancipateurs, on a vraiment besoin d'une lecture politique, critique, réflexive, au sein de laquelle on va pouvoir systématiquement intégrer les savoirs expérientiels et les explorer, les co-explorer. Et une façon de faire, qui n'a pas encore été le cas aujourd'hui, mais qui le sera, j'espère, demain dans cette recherche, c'est de pouvoir avoir un recours à des modèles de recherche plus inclusifs, afin de, finalement, dès le début, intégrer ces points de vigilance et éviter le cycle de répéter ce cycle de l'exclusion que les personnes ne connaissent que trop. Merci pour votre attention.